Nouveau numéro de votre émission New Soir sur New Info. Merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre aujourd'hui également dans le décryptage du jour. On va parler des États-Unis, l'affaire inculpation de l'ex-président Donald Trump. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Inculpé dans l'affaire des documents top secrets, Trump dénonce un abus de pouvoir. En effet, l'ancien président américain poursuivi pour sa gestion négligente de secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche a qualifié mardi d'abus de pouvoir odieux son inculpation officielle plutôt devant un tribunal fédéral de Miami et devant ses partisans réunis à son club de golf dans le New Jersey. Il a accusé son successeur démocrate, Joe Biden, d'être corrompu et de s'en prendre à son principal adversaire politique pour M. Trump. C'est de l'ingérence électorale. Mamadou Diouf, est-ce que l'ex-président américain Donald Trump profite de cette affaire judiciaire pour lancer sa campagne électorale en vue de la présidentielle de 2024? Mais c'est très clair qu'il est en campagne. Il se positionne actuellement en victime. On le voit haranguer ses partisans. Quand il part au tribunal, vous avez vu tout le cérémonial avec lequel il part au tribunal, mais il est en campagne, il est en train de secouer ses troupes. D'ailleurs, même une partie de son équipe s'est mise actuellement à mobiliser de l'argent pour pouvoir payer les avocats, et ça marche, les gens sont en train de donner. Ce qui veut dire qu'il y a encore des gens qui croient en lui, qui sont prêts à mettre leur argent, qui sont prêts à mettre de l'argent pour qu'on le défende au niveau du tribunal. Et c'est ça Trump. Et ça a toujours été comme ça. À chaque problème qui vient, Trump fait tout pour renverser le problème. Oui, justement, on voit toujours un Donald Trump toujours fidèle à lui-même, à sa personnalité, mais cette fois, quand il s'agit d'affaires liées au secret d'État, est-ce que le président a l'air de s'en rendre compte un peu de la gravité de ces chefs d'accusation? La question est pertinente parce qu'il n'a pas été convoqué comme d'habitude par le tribunal d'un État. Il a été convoqué cette fois-ci à l'échelle fédérale. C'est-à-dire, bon, disons national, pour parler notre langage à nous. Ce n'est pas comme si on l'avait convoqué dans une région pour lui dire viens répondre de tel et tel. Ici, c'est une affaire nationale. La deuxième chose, c'est une affaire de sécurité. Alors que tout le monde sait comment les Américains tiennent à ces questions de sécurité. La troisième chose qui peut lui rendre la tâche encore plus difficile, quand les gens se sont aperçus qu'il est parti avec des documents, cela lui a été demandé de façon réglementaire. Il a refusé. De les restituer. Il a été bousculé, il a restitué une partie, il a gardé une partie. C'est lors d'une perquisition qu'on est venu trouver encore des documents chez lui, une trentaine de caisses, dans lesquelles on a trouvé 11 000 documents, où vous avez du militaire, vous avez du nucléaire, et pire, il y en a qui étaient même gardés dans des salles de bain. Et quel danger, justement, ça présente pour toute une nation que ces documents se retrouvent entre les mains d'un seul individu et qui n'est plus aux affaires? Il faut juste se rappeler les films d'espionnage où on met d'un côté les Américains, d'un côté les Russes ou bien les Chinois, et voir comment les gens font tout pour avoir les informations militaires, les informations industrielles chez l'autre. La façon dont il a exposé ces documents, dont je suis persuadé que Trump ne s'occupait pas du tout. Imaginez que quelqu'un de bien averti de ce qui existe comme espionnage vienne prendre certains de ces documents, vendre à la Chine ou bien vendre aux États-Unis. J'ai dit aux États-Unis, à la Russie. Parce que ces gens vont être prêts à payer le prix fort pour savoir où en sont les Américains sur le plan militaire, où en sont les Américains sur le plan du nucléaire. Mais ça devient quelque chose de plus que grave parce que pour les Américains, cette affaire de leur sécurité est la chose qu'ils placent au devant de tout. D'ailleurs, quand tu veux mobiliser tous les Américains, un des meilleurs moyens pour le faire, c'est de leur dire que votre sécurité est menacée. Tu crées immédiatement un sursaut national. Si ce n'était pas Trump, certainement, ça ne se serait pas passé de la même façon. On parle justement des États-Unis, une des grandes puissances du monde. Oui, mais c'est ça parce qu'ils ont un système qui est tel que le président de la République, si les gens se rappellent, le problème avait existé avec, comment s'appelle la dame, Madame Clinton, où
elle a utilisé le système mail officiel Tout à fait. pour envoyer des mails particuliers. Parce qu'ils sont très clairs. Quand tu es président de la République, tout ce qui concerne l'affaire de l'État, voilà le mail que tu utilises. Et il reste Et confidentiel. tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Et quand tu as fini d'être chef d'État, tu rends tous les mails. Pour vous dire comment ces gens tiennent à leur sécurité pour ne pas laisser quelque chose passer. Et ça se comprend parce qu'ils savent de quoi il s'agit, parce qu'ils passent leur temps à espionner les gens, ils passent leur temps à chercher des informations chez les autres et ils savent que les autres font exactement la même chose. Et la question, c'est comment alors M. Trump a pu outrepasser ces contrôles. Mais vous avez vu Trump président. Trump est un président, je ne sais pas quel qualificatif il faut utiliser pour le respecter en même temps en tant que président de la République, mais c'est un président qui est toujours sorti de l'ordinaire. D'ailleurs, quand il a commencé son mandat, vous avez certains même qui avaient dit c'est pas possible, ce monsieur ne peut pas finir son mandat. On va le destituer. Vous avez vu, il y a eu les tentatives de le destituer parce que plusieurs fois, il est allé dans des directions que personne n'attendait de la part d'un président américain. Ici, c'est la même chose. Mais maintenant, il y a cette question qui est là, avec des documents nucléaires, avec des documents militaires, Trump fait quoi? On peut comprendre d'autres documents, parce qu'il n'y avait pas que des documents militaires. Il y avait d'autres documents où il a caché des éléments par rapport au fisc, etc. Bon, ça, on peut comprendre. Mais ici, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi je disais qu'il y a les autres dossiers qui sont là, mais celui-là est beaucoup plus costaud et il risque gros dedans, puisque les juristes américains disent que ça peut aller jusqu'à 30 ans de prison. Donc, ce n'est pas une mince affaire, alors que cette affaire des documents militaires et nucléaires, c'est une charge parmi 37 charges qu'on lui reproche. Bon, vous imaginez un Trump qui doit répondre à toutes ces charges, ça va rappeler un peu l'ancien président sud-africain avec ses démêlés en justice qui ne finissent pas. Alors justement, à l'audience, M. Trump a plaidé non coupable des charges à son encontre et que cela ouvre la voie à un procès. Oui, ça ouvre la voie à un procès. C'est ce qu'il a toujours fait. On n'a jamais vu Trump dire je suis coupable, faire un arrangement, parce que dans le droit américain, vous avez cette possibilité de ne pas aller faire un procès, d'accepter ce qu'on vous reproche et de trouver une solution sur la base d'une entente réciproque. Il a fait comme d'habitude, il a dit c'est pas lui. Mieux, il a considéré même que c'est un complot. Biden est accusé d'être derrière ce complot, mais ça ne passera pas cette fois-ci aussi facilement que les autres choses. Avec la curiosité du droit américain, ce procès ne risque pas d'avoir lieu dans quelques mois. On risque de voir Trump faire sa campagne électorale et peut-être dans la campagne électorale de temps en temps aller au tribunal pour répondre à un procès. Imaginons maintenant que Trump gagne les élections. Cela signifie que malgré cette poursuite judiciaire, il reste toujours dans la course à la présidentielle. Il est innocent. Présumé innocent. Non, il est innocent. Ce n'est pas présumé seulement puisqu'il n'a pas encore été jugé. On ne peut pas parler de coupable. C'est pourquoi j'ai dit imaginez maintenant, puisqu'il a encore du soutien, qu'il remporte les primaires dans son parti, qu'il soit le candidat à l'élection présidentielle, qu'il remporte les élections et que le procès n'est pas encore terminé. Mais si le procès se termine après qu'il soit président, si on le dit juge coupable, on fait quoi? Mais c'est un peu ça la loi américaine. Tout le monde se pose aujourd'hui la question, alors que tout le monde a vu Trump dans toutes les affaires juridiques. Il s'est trouvé tout un pool d'avocats et a fait une bataille de procédure qui a fait que tout ce qui le concerne a été retardé le maximum possible avant qu'on arrive à un jugement. Ce qui veut dire que si on veut l'empêcher d'être candidat comme il le dit, mais il a des chances de pouvoir être candidat. Bon, il va gagner ou pas, on ne sait pas. Il gouvernera ou pas, ça c'est carrément autre chose. Et vis-à-vis des électeurs américains, est-ce que ces poursuites judiciaires n'auront pas d'impact puisque tout va se jouer dans les urnes? En fait, ça dépendra de qu'est-ce qui sort du tribunal. Si le tribunal parvient à montrer de façon extrêmement claire qu'il l'a fait de façon intentionnelle, c'est du mauvais, une bonne partie des Américains vont se retrouver dans ce sursaut national dont je parlais quand il s'agit des questions de sécurité. Mais n'oublions pas que Trump n'a pas des militants, il a des fidèles. Et vous avez aujourd'hui des études de plein de sociologues américains qui travaillent sur cette question en disant qu'ils ne comprennent pas comment des Américains d'un certain niveau intellectuel qui soutiennent Trump peuvent être là à avaler tout ce que le monsieur a dit alors que c'est contraire à la raison.
Mais pourtant, ces gens sont là, ils le soutiennent. Même dans ce procès, vous voyez, les gens continuent à le soutenir. Trump a évoqué je ne sais combien de thèses de complot depuis qu'il est rentré en Oui, politique jusqu'à il est aujourd'hui. passé de procès, de scandale à scandale. Oui, Et mais depuis son premier mandat n'a pas du tout été de repos. ce que les sociologues ne comprennent pas, c'est que ces fidèles, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, continuent à gober tout ce que Trump dit en considérant qu'il a raison et ils sont prêts à le défendre jusqu'au bout. Ça fait qu'il reste encore un adversaire dangereux parce que n'oublions pas que au niveau des républicains, personne n'a jamais obtenu autant de voix à des élections que Trump. Que Trump. D'ailleurs, regardez leurs représentants au niveau du Sénat et autres. Bon, même ceux qui veulent être candidats pour concurrencer Trump au niveau des primaires, chacun affiche quand même un certain soutien puisque tout le monde veut bénéficier de cette manne électorale que Trump a créée. Et si tu te mets en face de Trump, tu te mets en face de ses fidèles et tu perds certainement leur voix. Le républicain est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur les armes nucléaires dans des toilettes au débarras de sa résidence de luxe de Mar-a-Lago, c'est en Floride, aux États-Unis. Mais ce sont des chefs d'accusation qui peuvent véritablement peser lourd sur Donald Trump. Non, ça pèse lourd, puisque on est dans de la sécurité. Le nucléaire, aujourd'hui, tout le monde sait la posture, j'allais dire, à l'échelle mondiale, pas chez les Américains seulement. Vous avez les Iraniens qui essayent de fabriquer leurs armes. Chacun est en train de faire son travail. Dans ce nucléaire, personne ne donne les bonnes informations, puisque on est aujourd'hui dans une sorte de nouvelle course aux armements qui ne dit pas son nom. Des plans militaires, mais si Trump les laisse là-bas, puisqu'on parle de débarras, on parle de toilettes, heureusement que c'est chez Trump. Mais bien que ça soit chez lui, un cambriolage ou n'importe quel autre événement peut amener une personne à mettre la main sur ces documents. Mais soit on les rend publics, c'est grave, soit on est assez informé de comment ce monde-là fonctionne, on se rend compte qu'on est en face d'une mine d'or, on le met sur le marché en le vendant à des gens qui peuvent être intéressés, mais la responsabilité de Trump sera totalement engagée parce qu'il n'avait pas le droit de prendre ces documents et d'amener dans sa maison privée. Encore moins de les garder là-bas après qu'il ne soit plus président de la République. Pire encore, qu'il refuse de remettre les documents jusqu'à ce que ça soit une perquisition qui vienne les trouver. Vous vous rendez compte qu'ici, je ne sais pas par quel artifice ces avocats vont passer, mais la bonne volonté, on ne la voit pas. Il a oublié les documents, il les a emportés sans s'en rendre compte, comme a dit Biden, puisqu'il a eu le même problème, pas quand même au même niveau, mais lui, il a reconnu que c'est des documents qu'il a laissés là-bas et il a pris la peine d'amener des huissiers pour qu'on prenne les documents et qu'on les ramène là où ces documents devaient être. Mais avec lui, ça n'a pas été le cas. Il a refusé de donner d'abord. Il a donné une partie. Il a fallu perquisitionner pour venir récupérer le reste en espérant qu'il n'y en a pas encore qu'il a gardé quelque part. Alors, Mamadou Diouf, si Donald Trump est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés à l'issue d'un procès, vous le disiez tantôt, il risque jusqu'à 30 ans de prison ferme. Et quelle image cela présenterait pour les États-Unis? Il sera le premier chef d'État à être condamné. Il est déjà le premier chef d'État à être convoqué Inculpé. À l'échelle fédérale et inculpé. Parce que s'il s'agit de nous, s'il fallait parler notre langage, Trump est absolument en état d'arrestation. Oui. Dans la loi américaine, même si on ne l'a pas mis en prison parce qu'il ne risque pas de fuir, de quitter le pays ou quoi que ce soit. Donc on l'a laissé repartir. Même s'il n'a pas été menotté. Menotté et tout, oui. Mais c'est la première fois. C'est-à-dire ça devient une jurisprudence. Ça fait que cette humiliation, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, que beaucoup de gens craignaient, qu'on le prenne et qu'on le menote, puisque aux États-Unis, c'est ce qu'ils font habituellement dans ce genre de situation, n'a pas eu lieu. Donc, pourquoi cela n'a pas été fait dans le cas de Donald Trump? Mais je me dis que les Américains regardent Trump comme un danger potentiel. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment s'y prendre avec ce monsieur parce que s'il ouvre la bouche, il peut créer des problèmes aux États-Unis. Est-ce qu'on ne craint pas aussi des manifestations violentes venant des soutiens mais bien sûr, on a eu l'expérience du Capitole, oui, qui est déjà un procès également en cours. Ça fait partie des charges qu'on lui reproche, qui n'a pas encore abouti. Regardez même comment, à Miami, on avait mis les forces de défense et de sécurité dehors. Tout le monde craignait que si on le
met en état d'arrestation, les gens auraient peut-être tendance à manifester. Si vous regardez, on s'était préparé pour qu'au cas où il y ait manifestation, que les gens puissent réagir comme il se doit. Donc la crainte, elle est là pour ce qui est de ces partisans, de ces fidèles qui puissent se lever et refaire par exemple ce qu'ils ont fait avec le Capitole. Depuis sa mise en cause, le républicain dénonce, je cite, un coup monté, orchestré, pour l'écarter de la compétition face au président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour un second mandat. Quelle analyse faites-vous de ces déclarations? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit Biden parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Biden vient d'être président. Il y a des choses qu'on lui reproche par rapport au Capitole, en quoi Biden est responsable. C'est lui qui a pris la parole. C'est lui qui a demandé aux gens d'aller au Capitole. D'aller au Capitole. Biden était son concurrent au niveau des élections. Il n'a pas voulu accepter le résultat des élections, mais Biden n'était pas président de la République. Biden n'a pas organisé les élections. Il était candidat. Est-ce que dans ses propos, on voit toujours un homme politique qui n'a toujours pas digéré une défaite? Mais c'est clair, quelqu'un qui pendant tout ce temps, Biden va finir son mandat, on va vers une nouvelle élection, on est aux États-Unis, tu continues à dire qu'on a volé les élections. Et en fait, c'est pourquoi je disais que même les sociologues américains se posent des questions parce que c'est la même rengaine, quoi. On a fait un complot, on a volé les... D'ailleurs même, il a un procès sur les élections. Parce qu'il a fait pression sur des gens pour les amener à modifier les résultats des élections au niveau de certains États où il était en situation difficile. Ben, un monsieur comme ça, il est un monsieur véritablement à problème, mais on est aux États-Unis. Donald Trump est également en procès pour une affaire de détournement de fonds et des élections, par rapport une facture réglée à une supposée par maîtresse. Par rapport au fixe, plein de choses. On lui reproche également d'avoir acheté le silence d'une dame qui a été sa maîtresse, qui est actrice au niveau des films X, etc. Oui. J'ai dit 37, hein, ça ne finit pas. Même il y a encore d'autres procès sur la question des impôts. On considère que Trump, son entreprise, son hôtel, etc., n'ont pas payé les impôts comme il se doit. Mais comme il a les moyens, il prend les avocats, tous ces dossiers sont en train de traîner. Malheureusement, si tous ces dossiers maintenant sont remués en même temps, mais certains Américains, certainement, vont s'éveiller et se poser la question, est-ce que ce monsieur doit être le prochain président des États-Unis? Mais est-ce que toutes ces affaires dans lesquelles sont impliqués l'ancien président n'amènent pas à questionner sur la moralité de la personne? Ça amène à questionner sur la moralité de la personne, puisque tout le monde connaît les Américains avec leur liberté de faire ce qu'ils veulent et le refus que n'importe qui soit leur président. Oui. Mais Trump est un phénomène, il faut l'appeler comme ça. Comment il a accédé à... Trump est un phénomène parce que... Au fauteuil présidentiel. On a vu, comment s'appelle le président, qu'on a failli lui également démettre de ses fonctions pour une affaire de femme, j'oublie le nom du président américain. Ben, c'était quoi? C'était sa secrétaire. Oui. Vous voyez là où c'est allé, bon, on a dit, mais attendez, lui, il faut le démettre de ses fonctions. Mais Trump a des scandales et des scandales. Et il a son discours que ses fidèles avalent sans prendre la peine de faire la moindre réflexion, ce qui crée également une sorte de moyen de pression pour lui par rapport à la société américaine. Mais puisque les procès n'ont pas abouti, jusqu'à présent, malgré des informations qu'on donne, juridiquement, on ne peut pas dire qu'il est coupable. C'est pourquoi certainement sa stratégie sera cela, retarder ces procès pour que les premiers résultats, les premiers verdicts tombent au moins après l'élection présidentielle. Mais d'ici là, certainement pendant la campagne électorale, ses adversaires, peut-être même quand le moment sera venu, ses adversaires dans la primaire vont soulever ces questions pour dire aux gens, mais quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut être candidat à l'élection présidentielle? La présidentielle est prévue pour l'année prochaine, en 2024. Est-ce que ça peut attendre tout ce temps? Ça peut attendre tout ce temps, puisque au niveau des États-Unis, les batailles de procédure peuvent durer. Les spécialistes en droit américain qui ont été interrogés ont tous dit que, surtout pour cette question des documents secrets et autres, là, il peut faire traîner la procédure jusqu'à ce qu'on se retrouve après l'élection présidentielle. Et en ce moment, s'il veut être candidat à ce qu'il a déjà dit, il a la possibilité d'être candidat sans avoir été jugé.
Donald Trump a-t-il mis les États-Unis en difficulté durant son mandat, comme le- En on difficulté, lui ça reproche dépend. Économiquement, quelquefois? quand même, bon, d'abord, c'est pas lui seul. Il a fait un seul mandat de 4 ans. Il est arrivé au bon moment. Il a quand même travaillé à faire en sorte que l'économie américaine puisse se mettre encore davantage debout. Bon, il est tombé sur Covid. Il y a eu des problèmes pendant cette période. Mais d'un point de vue diplomatique, il a mis les États-Unis dans de grosses difficultés puisque on a vu les brouilles tantôt avec la France, tantôt avec tel, tantôt avec tel autre. Donc, quand on fait son bilan, il y a des acquis, mais il y a également des faiblesses au niveau de son bilan. On lui note également le retrait, l'accélération du retrait des soldats américains au Moyen-Orient, dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan et vers l'Afrique. Donald Trump avait également demandé à ce que les États-Unis commencent par contribuer moins au fonds d'aide. Non, lui, il a été très clair là-dessus. Il avait dit American First. Oui. C'était très clair. Les finances qu'on met pour aller en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Afrique, avant d'aller régler les problèmes des autres, réglons les problèmes des Américains. Je crois que le message était extrêmement clair et il a essayé effectivement de le mettre en pratique. Pour l'Afghanistan, malheureusement, c'est Biden qui a terminé l'affaire dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures malheureusement, mais c'est lui qui avait effectivement entamé toutes ces procédures. Et derrière ces procédures, il y avait le fait de ramener les militaires américains, mais il y avait également le fait de ne pas utiliser l'argent des Américains pour aller régler d'autres problèmes, alors que les problèmes des Américains sont là. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.